Une minute. Une minute à peine pour sauver le trésor le plus cher de son existence, tandis que, hors les murs de son palais, son royaume s'effondre. Que choisit la reine? De gigantesques émeraudes? Des rubis ancestraux? Non. Elle ne sauve qu'une seule et unique tiare, d'une modestie presque déconcertante. Pourquoi donc? Quel est donc cet ornement, né des cendres d'un autre trésor, plus ancien encore? Disparu des radars durant 30 ans, tous pensaient qu'il avait été vendu de longue date pour permettre à des rois en exil de survivre, tout simplement. Mais la vérité s'est avérée bien plus sidérante. Et, de nos jours, chaque marié de cette famille sans trône la porte pour s'unir. S'agit-il d'une simple tradition, ou du seul et unique talisman aidant une dynastie fantôme à perdurer? Restez avec nous jusqu'au bout, et vous comprendrez pourquoi l'histoire de cette tiare n'est pas un conte de luxe, mais un véritable thriller, haletant de pouvoir, de trahison et de volonté indomptable. L'aventure commence. Pour appréhender la véritable nature de cette tiare, il nous faut nous transporter au cœur du XIXe siècle. C'est l'ère des crinolines, des bals somptueux et d'une étiquette des plus rigoureuses, où le bijou n'était pas un simple accessoire, mais une déclaration politique et une affirmation de statut. Les robes de soirée, avec leurs décolletés profonds et audacieux, exigeaient un point d'orgue singulier, une broche de corsage imposante fixée sur le bustier et qui devenait le pivot de l'ensemble de la silhouette. C'est dans ce décor où le faste était la norme et chaque diamant un manifeste de puissance, que l'histoire de notre trésor a pris son envol. Sa première détentrice fut la princesse Louise de Prusse, élevée au rang de grande duchesse de Bade en 1856. Pour elle, éminente représentante de l'une des dynasties les plus puissantes d'Europe, les parures joaillières constituaient une composante essentielle de son arsenal diplomatique. À l'origine, il ne s'agissait pas d'une tiare, mais bien d'une somptueuse parure de corsage, façonnée à partir d'une profusion de diamants et de délicates perles, savamment entrelacées en un motif floral d'une exquise finesse. Le nom de l'orfèvre qui conçut ce chef-d'œuvre initial s'est perdu dans les limbes du temps, mais son ouvrage reflète avec une perfection absolue l'esprit de l'époque. Le romantisme, le soin apporté aux détails et une maîtrise technique des plus abouties. Après le décès de la grande duchesse en 1923, la parure, tel un inestimable héritage, fut transmise à sa fille, Victoria de Bade, future reine de Suède. C'est ainsi que ce trésor prussien trouva une nouvelle demeure à Stockholm, venant enrichir l'une des plus éblouissantes collections royales d'Europe. Il poursuivit son existence sous forme de broche jusqu'à son prochain voyage dynastique. En 1935, en guise de présent nuptial, il fut offert à la princesse Ingrid de Suède, lors de ses épousailles avec le prince héritier Frédéric de Danemark. Ce n'était pas un simple don, mais l'emblème d'une union indéfectible entre les monarchies scandinaves. C'est entre les mains de la reine Ingrid, femme au goût impeccable et à la profonde appréhension de la valeur historique des joyaux, que la parure allait connaître sa plus formidable métamorphose. Au Danemark, à l'instar des autres monarchies scandinaves, une ravissante tradition perdure, celle de la première tiare offerte à la princesse le jour de sa majorité, symbolisant son passage à l'âge adulte. Alors que sa fille cadette, la princesse Anne-Marie, approchait de ses 18 ans, la reine Ingrid prit une décision absolument géniale. Elle ne commanda pas une nouvelle parure. Au lieu de cela, elle décida d'insuffler une nouvelle vie à cette relique historique, en transformant l'ancienne broche de corsage en une tiare délicate et aérienne, parfaitement adaptée à une jeune princesse. Le concept était à la fois simple et élégant, préserver les éléments historiques tout en leur conférant une forme contemporaine. Les joailliers royaux reçurent une mission des plus délicates,
désassembler la parure du XIXe siècle et créer, à partir de ses fleurs de diamants et de perles, une couronne vaporeuse qui ne s'imposerait pas par sa monumentalité, mais soulignerait plutôt la fraîcheur et la jeunesse de sa future propriétaire. C'est ainsi que, d'un trésor familial porteur de la mémoire de 3 générations de monarques, naissait un nouveau chef-d'œuvre destiné à une future reine. Oublions un instant ces royales détentrices et observons la tiare elle-même en tant qu'œuvre d'art. À y regarder de près, elle ne frappe pas par sa monumentalité ou son poids comme tant de couronnes impériales. Sa force réside dans son élégance et sa légèreté aérienne. Elle ne ressemble pas à une couronne, mais plutôt à un souvenir figé dans le métal et les pierres d'une guirlande florale tressée de roses sauvages et de brins de myrte. La base de la tiare n'est pas un cercle continu, mais une monture fine, presque invisible, d'où s'élèvent 5 motifs floraux principaux, reliés par des guirlandes de diamants. L'élément central de chacune de ces 5 inflorescences est une grande perle naturelle, jouant le rôle du cœur de la fleur. Son éclat chaud et mat contraste avec le feu froid des diamants de taille ancienne qui l'entourent. Ces diamants, rescapés de la broche originale du XIXe siècle, n'ont pas l'éclat agressif des pierres modernes. Leur lumière est douce, lunaire, elle semble émaner de l'intérieur, conférant au bijou une noblesse tout en retenue. Les pétales des fleurs et les fines feuilles, s'épanouissant depuis le centre, sont entièrement constellés de diamants plus petits, sertis selon la technique du pavé, créant l'illusion d'une rosée matinale scintillante sur une plante vivante. Le génie des joailliers, travaillant sur commande de la reine Ingrid, résida dans la manière dont ils résolurent cette tâche complexe. Ils devaient prendre une parure de corsage plate et statique et la transformer en un objet tridimensionnel, ergonomique, qui ne devait pas seulement reposer, mais épouser gracieusement la tête. Ils conservèrent les éléments originaux, mais leur donnèrent une nouvelle vie, en les disposant sur une monture légère, de manière à créer une sensation de croissance naturelle et asymétrique. La tiare ne pèse pas, elle semble plutôt flotter au-dessus de la coiffure, la soulignant sans la dominer. Les perles méritent une attention particulière. Il ne s'agit pas de simples billes parfaitement rondes. Chaque perle possède sa forme et sa nuance unique, témoignage de leur origine naturelle et conférant au bijou un caractère inimitable. Elles sont l'âme de cette couronne, son centre de gravité symbolique, représentant la pureté et l'innocence, ce qui faisait de la tiare un cadeau idéal précisément pour une jeune princesse à l'aube d'une nouvelle existence. Mais la tiare recèle un autre secret, sa modularité. L'élément central du diadème peut être surmonté d'une perle plus grande, enchâssée dans un serti de diamants qui se fixe sur une broche spéciale. Ce détail modifie instantanément la silhouette de la parure, la rendant plus haute, plus solennelle et plus formelle. Cette transformation permettait d'utiliser la tiare aussi bien lors de célébrations familiales relativement modestes que lors de grandioses banquets d'État. Et, enfin, la renaissance de l'ancien corsage ne s'est pas limitée à la seule tiare. À partir des éléments restants, les joailliers créèrent un complément harmonieux, une parure. Une paire de boucles d'oreilles délicates, reprenant le motif floral du diadème, et une petite broche complétèrent l'ensemble. Ainsi, d'un unique trésor historique naquit une constellation entière de gemmes, où chaque élément conservait une parcelle de l'histoire commune, tout en étant prêt à démarrer la sienne. Ce ne fut pas un simple réaménagement, mais un acte de préservation du patrimoine, un hommage au passé et un investissement judicieux dans l'avenir. Son heure de gloire arriva à la fin du mois d'août 1964. Ce n'était pas un simple événement mondain, mais un moment imprégné à la fois de joie et d'une douce mélancolie. Au palais de Fredensborg était donné un dîner d'adieu en l'honneur de la princesse Anne-Marie, alors âgée de 18 ans. Dans quelques jours, elle allait quitter sa chère patrie, le Danemark,
pour épouser à Athènes le roi Constantin II de Grèce et devenir ainsi reine des Hellènes. L'air était électrisé par l'attente et tous les regards étaient rivés sur la jeune princesse à l'aube d'un destin grandiose. C'est ce soir-là que le monde découvrit pour la première fois la tiare corsage antique. Lorsqu'Anne-Marie fit son entrée dans le salon, un doux scintillement de diamants et de perles flottait au-dessus de sa haute coiffure. C'était sa première apparition officielle avec un diadème, et le choix ne pouvait être plus symbolique. Le bijou ne l'écrasait pas de son opulence, n'affichait pas de pouvoir. Au contraire, ses motifs floraux aériens, tels une légère guirlande, soulignaient la fraîcheur et la jeunesse de la princesse, son charme naturel. La parure n'éclipsait pas sa propriétaire, mais encadrait délicatement sa beauté, devenant l'accord final de l'image de la future reine. À cet instant précis, la tiare cessa d'être un simple ornement. Elle devint le symbole tangible de l'amour parental et de la bénédiction qu'Anne-Marie emportait avec elle dans sa nouvelle vie. C'était le présent de sa mère, la reine Ingrid, femme sage qui avait compris que, pour ses premiers pas sur la scène mondiale, sa fille n'avait pas besoin d'une redoutable arme de pouvoir, mais d'un talisman, gardien de la chaleur du foyer. La tiare était une part de son héritage danois, un pont entre son insouciante jeunesse et les futures responsabilités royales. La réaction des invités et de la presse fut unanime. Ce fut un triomphe de goût et de délicatesse. Des chuchotements enthousiastes emplirent la salle. Tous soulignèrent à quel point la parure convenait parfaitement à la princesse. Elle ne possédait pas la lourdeur impériale caractéristique de nombreux joyaux grecs qu'elle était encore destinée à porter. Au lieu de cela, on y discernait une retenue scandinave, une élégance et une profonde résonance historique. Les journaux du lendemain parurent avec des photographies de la princesse radieuse, et la tiare devint instantanément célèbre. Ainsi, en l'espace d'une soirée, la parure se transforma, passant du statut de relique familiale à celui de légende. Ses débuts ne furent pas seulement réussis, ils furent impeccables. Ils ancrèrent dans l'imaginaire la tiare comme la couronne initiatique par excellence, symbole de pureté, de jeunesse et du commencement d'un grand destin. Elle ne fit pas qu'embellir la princesse, elle raconta son histoire sans un mot. Ce fut le don d'adieu du Danemark à sa fille et le premier salut du monde à sa nouvelle reine. Devenue reine des Hellènes à seulement 18 ans, Anne-Marie se retrouva propulsée dans un univers totalement nouveau. La brise baltique des palais danois céda la place au soleil ardent de la Méditerranée et le protocole scandinave, empreint de retenue, fut remplacé par la splendeur byzantine et la complexe réalité politique de la Grèce. Avec la couronne, elle eut accès au trésor de la monarchie grecque, une collection regorgeant de régalia monumentales et historiquement significatives, y compris les célèbres parures d'émeraude et de rubis. Il ne s'agissait pas de simples parures, mais de symboles de pouvoir, lourds et majestueux, conçus pour éblouir et affirmer un statut sur la scène internationale. Face à ces trésors grandioses, sa première tiare, si délicate, aurait pu sembler insignifiante. Et, en effet, durant les années brèves mais intenses de son règne, la reine Anne-Marie l'arbora peu souvent lors des événements officiels. Pour les banquets d'État et les visites de leaders mondiaux, elle préférait des joyaux plus imposants issus de la collection grecque, comme l'exigeait son nouveau statut. Ce n'était pas un signe de mépris. Au contraire, c'était un acte de profond respect envers la place particulière qu'occupait la tiare corsage antique dans son cœur. Elle était trop personnelle, trop intime pour les apparitions officielles. Les émeraudes grecques représentaient son devoir, mais les perles danoises étaient son âme. Dans un pays étranger, au cœur des tempêtes politiques, cette tiare demeurait son fil invisible, la reliant à son foyer, à sa famille, à cette jeune femme insouciante qu'elle était quelques semaines auparavant. On peut imaginer comment, dans le silence de ses appartements, se préparant pour une énième réception officielle, elle ouvrait son écrin
et son regard tombait sur ce léger diadème. Il était son talisman silencieux, un rappel de l'amour de ses parents et de qui elle était vraiment, au-delà du faste et des devoirs de la couronne. Cette tiare ne fut pas sa carte de visite en tant que reine de Grèce, mais elle devint la carte de visite d'Anne-Marie elle-même. Elle ne symbolisait pas le pouvoir acquis, mais l'identité préservée. Alors que d'autres parures parlaient de sa position, celle-ci parlait de ses origines. Elle devint l'incarnation de son histoire personnelle, le symbole de la transition d'une vie à une autre. Ce court laps de temps, allant de 1964 à 1967, marqua l'âge d'or du diadème. Non pas tant parce qu'il scintillait souvent sous les flashs des photographes, mais plutôt parce qu'il ornait une jeune reine radieuse, à l'apogée de son bonheur et de ses promesses les plus vibrantes. Il incarnait une part de l'aura de cette Cendrillon européenne, dont le chemin semblait alors jonché de roses. Nul ne pouvait alors deviner que cette féerie scintillante céderait bientôt la place à l'ombre de l'exil, et que cette modeste couronne deviendrait l'un des rares trésors que la souveraine emporterait avec elle vers l'inconnu, tel le plus précieux des souvenirs d'un paradis perdu. Pourtant, l'éclat féerique du règne d'Anne-Marie se révéla trompeur et tragiquement éphémère. Derrière l'opulence de la cour royale grondait une instabilité politique bouillonnante, prête à éclater à tout instant. Contrairement à de nombreuses autres monarchies européennes, la couronne grecque ne reposait pas sur des fondations séculaires et inébranlables. Son histoire était jalonnée de coups d'État, d'exil et de référendums. L'âge d'or de ce diadème n'était finalement qu'un calme avant la tempête. Le coup de tonnerre retentit en avril 1967, lorsqu'une junte militaire, connue sous le nom de Régime des colonels noirs, s'empara du pouvoir en Grèce. Pour le jeune couple royal, des temps sombres s'annonçaient. Ils se retrouvèrent virtuellement otages dans leur propre palais, leur pouvoir réduit à une simple façade, chaque mouvement scrupuleusement surveillé. Les joyaux, qui la veille encore incarnaient le prestige et la splendeur, gisaient désormais dans des coffres forts, transformés en silencieux témoins d'une cage dorée. Le drame atteignit son paroxysme une nuit glaciale de décembre de la même année. Après l'échec du contre-coup d'État que le roi Constantin avait tenté d'orchestrer contre la junte, la famille fut contrainte à la fuite. Il ne s'agissait pas d'un départ planifié, mais d'une fuite éperdue vers l'inconnu. Les légendes enveloppent souvent de mystères de tels instants. On raconte que la reine n'eut que quelques minutes pour rassembler l'essentiel. Un choix cruel s'imposa à elle. Que sauver de la trésorerie quand la vie de votre famille est en jeu? Et c'est ici que le fait documentaire se sépare des conjectures. Les somptueuses parures grecques, notamment celles d'émeraudes et de rubis, étaient considérées comme propriété de l'État. Leur exportation aurait été impossible et qualifiée de vol. Elles restèrent à Athènes et leur sort fut, pendant de longues années, l'objet de litiges juridiques entre la famille exilée et le gouvernement grec. Mais le diadème corsage antique jouissait d'un statut tout autre. Ce n'était pas une régale grecque, mais une propriété personnelle d'Anne-Marie, un joyau familial rapporté du Danemark. C'est précisément cette nuance juridique et sa taille relativement modeste qui scellèrent son destin. Il fut l'un des rares trésors que la reine put emporter avec elle. Ainsi, le diadème, cadeau de sa majorité, devint un compagnon d'exil. L'ombre d'un grand drame historique s'étendit sur lui. Il cessa d'être une parure de Baal pour se muer en relique, emblème d'un royaume perdu et d'une vie brisée. Son éclat évoquait désormais non plus les triomphes, mais les pertes. Il n'était pas associé à des scandales de vol ou de malédiction. Sa face sombre était bien plus réelle et tragique encore. Il fut le témoin muet de la chute d'une monarchie et d'un long, douloureux chemin vers l'inconnu. L'exil de Grèce marqua bien plus que la fin d'un règne. Il sonna le glas d'une ère entière. Pour le diadème corsage antique, une longue période de silence et d'oubli s'ouvrait. Il s'éclipsa des radars des chroniqueurs mondains et des experts en joaillerie.
La famille, déchue de son trône et de sa fortune, mena une vie d'exil, d'abord à Rome, puis à Londres. Les fastueuses réceptions d'État n'étaient plus qu'un lointain souvenir, et avec elles, les occasions de parer un diadème s'évanouirent. Ce joyau, né pour scintiller, fut confiné dans un coffre-fort, ses diamants et ses perles ne captant plus la lumière des projecteurs. Ce silence fut assourdissant. Pendant des décennies, le diadème ne fit aucune apparition publique. Il se mua en un spectre, un souvenir fugace du bref conte de fées grecques. Son destin était inextricablement lié à celui de sa propriétaire. Tandis que la reine Anne-Marie et le roi Constantin luttaient pour recouvrer leurs biens et tentaient de se forger une place en tant que monarques sans royaume, leur trésor demeurait le symbole de ce qui était irrémédiablement perdu. La monarchie grecque fut officiellement abolie après le référendum de 1974 et tout espoir de retour sur le trône s'évanouit. Pour le monde de la joaillerie, cette période fut celle des conjectures et des spéculations. Le diadème avait-il été vendu pour subvenir aux besoins de la famille en exil? La question flottait dans l'air. Nombreuses furent les familles royales, confrontées à une situation similaire, contraintes de se séparer de leurs joyaux. Chaque fois qu'un bijou anonyme au passé royal surgissait dans les grandes maisons de vente aux enchères, comme Christie's ou Sotheby's, les experts se demandaient, s'agissait-il du fameux diadème d'Anne-Marie? Mais les années passaient, et il ne refaisait surface sur aucune enchère. Ce silence ne fit qu'amplifier son statut légendaire. Il n'avait été ni volé, ni vendu, ni démantelé. Il attendait simplement son heure, précieusement gardée comme le plus grand des trésors. Sa vie dans l'ombre ne fut pas qu'une période d'oubli, mais aussi une ère de préservation. Tandis que d'autres joyaux plus monumentaux de la couronne grecque étaient devenus l'objet de querelles et de litiges judiciaires, ce diadème silencieux et élégant demeurait le symbole inviolable d'une histoire personnelle et de la dignité familiale. Il survécut à la chute de la monarchie, conservant son intégrité et son âme, prouvant que la véritable valeur ne se mesure pas seulement en carats, mais aussi en résilience et en loyauté. Des décennies de silence furent interrompues par un événement qui propulsa la famille royale grecque à la une des publications mondiales. Le 1er juillet 1995, à Londres, eurent lieu les noces du prince héritier Pavlos et de l'héritière américaine Marie-Chantal Miller. Ce n'était pas un simple événement familial, mais une grandiose manifestation royale que les contemporains surnommèrent le mariage du siècle. Le Gotha de l'aristocratie européenne et des maisons royales convergèrent vers Londres pour assister à cette union censée assurer l'avenir de la dynastie en exil. Et ce jour-là, le monde attendait un retour triomphal. Lorsque la mariée, vêtue d'une somptueuse robe Valentino, sortit du carrosse, tous les regards convergèrent vers sa tête. Et là, entremêlé à sa coiffure élaborée, resplendissait ce fameux joyau, le diadème corsage antique. Après près de 30 années d'oubli, il fit son retour sur la scène mondiale, et ce retour fut retentissant. Son apparition sur Marie-Chantal n'était pas une simple démonstration d'une parure familiale. Il s'agissait d'un puissant geste symbolique. En prêtant à sa belle-fille son diadème le plus personnel et le plus précieux, la reine Anne-Marie lui transmettait bien plus qu'un simple ornement, une parcelle de l'histoire familiale et une bénédiction pour son entrée dans la lignée. À cet instant, le diadème connut une seconde naissance et acquit une signification entièrement renouvelée. Si, auparavant, il était le symbole d'une jeune princesse accédant à la vie royale, il devint désormais celui de la continuité, de l'acceptation et de la pérennité de la lignée. Il cessa d'être le talisman personnel d'Anne-Marie pour se transformer en l'attribut nuptial emblématique de la maison royale grecque. Son histoire bouclait la boucle.
De cadeau de majorité, il avait évolué pour devenir une couronne qui scellait les unions et accueillait les nouveaux membres de la famille. Ce rôle inédit fut définitivement consacré au cours des années suivantes. En 2010, le diadème orna la tête de Tatiana Blatnik lors de son mariage avec le second fils, le prince Nicolaos. Et en 2021, il devint la couronne nuptiale de Nina Flor, devenue l'épouse du plus jeune fils, le prince Philippos. Chaque nouvelle apparition sur une mariée royale ne fit que renforcer son nouveau statut. Il devint une tradition, une promesse silencieuse que chaque nouvelle princesse grecque acceptait avec son titre. C'est précisément dans ce nouveau rôle que la valeur du diadème atteignit son apogée. Sa valeur marchande est certes élevée, mais elle pâlit face à son poids historique et émotionnel. Désormais, ce n'est plus un simple bijou ancien au riche passé. C'est une chronique vivante d'une dynastie qui a tenu bon, préservé sa dignité et appris à créer de nouvelles traditions, même loin de sa patrie. Son retour sur scène ne fut pas un simple événement mondain élégant, mais la preuve d'une ténacité inébranlable et d'une foi inébranlable en l'avenir. Alors, où se trouve aujourd'hui ce trésor, témoin de tant de drames et de triomphes? Contrairement à de nombreux joyaux de la couronne, dont le destin est de reposer derrière une vitre blindée dans les trésoreries d'État ou les musées, le diadème corsage antique demeure là où il est destiné à être, dans la collection privée de la reine Anne-Marie. Il n'est pas devenu une froide pièce de musée. Il reste une part vivante de l'histoire familiale, un bijou que l'on porte et que l'on aime encore, plutôt que de l'étudier simplement en tant qu'historien. Sa demeure est l'écrin personnel de la reine, ce qui rend son destin encore plus singulier. Son statut actuel est un paradoxe. D'un côté, il est indéniablement un artefact historique d'importance mondiale. Son parcours, qui débuta à la cour prussienne au XIXe siècle et traversa les maisons royales de Suède, du Danemark et de Grèce, représente une incarnation matérielle de l'histoire dynastique européenne. Mais d'un autre côté, il n'est jamais vraiment devenu une relique. Sa transformation en diadème nuptial de la maison grecque lui a conféré un nouveau rôle, actif. Il n'est plus un accessoire personnel de la reine, mais le gardien d'une tradition familiale, le symbole de la continuité pour une dynastie existant sans trône. Tenter d'évaluer sa valeur en équivalent monétaire serait non seulement difficile, mais insensé. Sa valeur se compose de plusieurs niveaux. Le premier est matériel. Il s'agit de diamants anciens et de perles naturelles serties dans un montage d'une grande finesse. Le second, et bien plus significatif, est son provenance irréprochable. Un bijou ayant successivement appartenu à la grande duchesse de Bade, à la reine de Suède, à la reine de Danemark et à la reine de Grèce, c'est le rêve de tout collectionneur et de toute maison de vente aux enchères. Mais le niveau de valeur le plus profond est d'ordre symbolique. Comment évaluer un joyau qui fut un cadeau de majorité, devint un réconfort en exil et se transforma en une bénédiction pour les générations futures? Sa véritable valeur ne réside pas dans ses carats, mais dans les récits qu'il abrite. C'est une chronique vivante de résilience, d'amour et d'un lien indéfectible avec un passé que même les plus dramatiques tempêtes politiques n'ont pu emporter. Revenons donc à la question initiale. Comment un modeste cadeau de majorité, issu des fragments d'un autre joyau, est-il devenu le principal talisman nuptial d'une famille ayant perdu son royaume? La réponse s'est avérée bien plus profonde qu'une simple histoire de succession. Le diadème corsage antique est devenu ce qu'il est aujourd'hui, non grâce à son éclat, mais en dépit de son destin. Il a traversé le brasier des cataclysmes historiques et n'a pas seulement survécu, mais a trouvé un sens nouveau, supérieur. Son histoire est un miroir de celle de la famille elle-même. Comme eux, il fut banni des palais, passa des décennies dans l'ombre et l'incertitude. Et tout comme eux, il n'a pas flanché. Quand vint le temps pour une nouvelle génération d'ouvrir un nouveau chapitre, ce diadème, forgé par les pertes, devint le symbole idéal.
Prêter à la belle-fille un joyau plus fastueux, plus impérial, si tant est qu'un tel existât, aurait signifié s'engager dans une partie perdue d'avance, s'accrocher au spectre du passé. Transmettre cette couronne, en revanche, c'était déclarer « Voici notre histoire. Elle est pleine de douleur, mais elle est aussi pleine d'amour. Accepte-la, fais-en partie, et bâtissons ensemble l'avenir. » Ce bijou n'est pas qu'une incarnation physique de passion et d'ambition. C'est une leçon d'histoire palpable. Il nous enseigne que la véritable grandeur ne se mesure pas à la hauteur d'un trône, mais à la capacité de conserver sa dignité après sa perte. Que les traditions les plus solides ne naissent pas dans le luxe, mais dans les épreuves. Que la valeur d'un objet n'est pas définie par son prix, mais par les histoires humaines qui s'entrelacent dans son métal et ses pierres. Chaque fois que ce diadème couronne la tête d'une nouvelle princesse grecque, il raconte silencieusement sa saga. Celle d'une jeune Danoise, d'une éblouissante reine des Hellènes, d'une exilée inébranlable et d'une sage gardienne du patrimoine. Il n'appartient plus à une seule femme. Il appartient à une dynastie. Car les véritables chefs-d'œuvre ne sont pas ceux qui ne quittent jamais les trésoreries, mais ceux qui traversent les tempêtes du temps et reviennent pour briller encore plus fort, devenant éternels à jamais.